Clément Beaune, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État aux affaires européennes dans le gouvernement. Et hier, on a appris qu'un pays européen, le Danemark, n'utiliserait plus le vaccin AstraZeneca. Alors quand ce pays a suspendu ce vaccin, on l'a tous suivi. Et là, est-ce qu'on va en faire autant? Est-ce qu'en France, on va jeter les doses d'AstraZeneca? Non. Le Danemark a eu toujours effectivement une approche plus prudente. Ce sont ses procédures nationales, la recommandation de ses autorités sanitaires. Quand vous regardez ce qui s'est passé au niveau européen, on n'a pas suivi à l'époque un pays. Il y avait des doutes de plusieurs autorités sanitaires dans une large partie des pays européens, un peu plus d'une dizaine, dont l'Allemagne, effectivement. Et il y avait une recommandation même de nos autorités sanitaires. Là, c'est très différent. On avait justement demandé un avis à l'Agence européenne des médicaments, qui a dit très clairement que le bénéfice était très largement positif. On a ciblé sur une population, plus de 55 ans, pour prendre en compte les recommandations scientifiques et les quelques cas dangereux, difficiles, mais il n'y a pas de suspension qui serait prévue, qui découlerait d'une décision danoise qui est très minoritaire, qui est même isolée. Mais pourquoi l'Europe est-elle incapable de prendre des décisions communes, similaires, appuyées sur une agence de santé? Pourquoi? Mais parce que, Christophe Barbier, il n'y avait rien au départ. L'Europe de la santé, ça n'était rien. Et on l'invente en marchant. On l'invente un peu en marchant. Je pense que si on regarde ce qui s'est passé au début de la crise, on se dit qu'on aurait dû avoir une Europe de la santé pour financer la recherche médicale, pour harmoniser nos données sanitaires, pour donner des recommandations qui s'imposent à tous ou qui soient les mêmes partout. On en voit l'utilité parce que tout le monde se compare, c'est normal. Et on le fait dans la crise, sur les recommandations scientifiques. Je le dis, on le fait quand même plutôt bien parce qu'on s'en est remis justement à ce juge de paix européen qu'est l'Agence européenne des médicaments, scientifiquement incontestable. Et c'est sur cette base justement que l'AstraZeneca a été réutilisé au bout de quelques heures, quelques jours, quand il y a eu un doute, levé par cette autorité. Il est réutilisé en Allemagne, en France, en Italie, partout en Europe. Il y a un cas danois parce qu'on n'a pas aujourd'hui une compétence européenne qui s'impose. Donc, je le dis, il n'y a pas de risque à avoir, pas d'inquiétude à avoir. Et l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-intégralité des pays européens, et au-delà, utilisent ce vaccin. Alors l'Europe s'impose aussi pour acheter des vaccins. Pfizer va en livrer 50 millions de plus en Europe, dont 7 pour la France. Et notre quote-part, 15%. Absolument. Si on était tout seul sur le marché, est-ce qu'on n'en aurait pas plus vite? Non, je crois franchement pas. Moi, je le dis, il y a eu des difficultés européennes dans ce cadre d'achat. Une, notamment, c'est qu'on n'a sans doute pas financé l'innovation assez fort et assez vite il y a un an, quand la crise a démarré, quand on aurait dû, comme les Américains l'ont fait, comme d'autres pays l'ont fait, la Grande-Bretagne, mettre de l'argent sur les essais cliniques, la finalisation de la recherche du vaccin. Mais l'achat des doses en commun, je le dis, nous protège. Vous avez pris l'exemple hier des 50 millions de doses anticipées qu'on aura dès le deuxième trimestre. C'est quand même plus de 700 000 doses par semaine entre maintenant et juin, pour la France. C'est beaucoup. C'est permis parce que l'Europe a re-signé des contrats avec Pfizer-BioNTech, parce qu'on est un gros acheteur de doses de vaccins, et donc c'est utile. Et je crois qu'il ne faut pas confondre un problème qui a été le financement européen de l'innovation au départ, et l'achat en commun des doses de vaccins, qui est utile, et qu'on va accélérer encore pour les deuxièmes générations, etc. Si on avait fait cavalier seul, je le dis, si on va jusqu'au bout de la logique nationale, peut-être qu'on attendrait aujourd'hui le vaccin français, dont on sait qu'il n'existe pas encore. Alors, les doses, elles sont produites en Belgique, aux Pays-Bas, et pas en France encore aujourd'hui. On va le faire, mais pas encore aujourd'hui. Tous les achats ne sont pas en commun. Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, après réservé 500 000 doses de Spoutnik, comme les Bavarois, comme l'ont fait les Slovaques, les Hongrois. C'est légal ce qu'il fait, Renaud Muselier? Est-ce que c'est loyal? Je dirais que c'est pas une bonne chose et c'est pas responsable. Parce que qu'est-ce qui va se passer si, allons là aussi jusqu'au bout de cette logique, si chaque région, peut-être chaque département ou chaque ville, si elle dit moi je peux commander, moi j'ai des moyens, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir plus de doses à Neuilly-sur-Seine qu'à Saint-Denis, plus de doses en PACA qu'en Île-de-France? C'est ça qu'on veut? Moi je veux que cette politique de santé, cette protection vaccinale, elle soit égalitaire pour tous les Français. Et par ailleurs, il ne faut pas céder à certains mirages. Le vaccin russe, il ne faut pas l'exclure. Il a déposé son dossier à l'Agence européenne du médicament. Justement, faisons l'évaluation ensemble. D'ailleurs, Renaud Muselier lui-même a reconnu qu'il devrait attendre, de toute façon, l'avis de l'Agence européenne. Et si on dit aujourd'hui, il y a du vaccin russe quelque part qui traîne et qu'on n'utilise pas, ça n'est pas vrai. Il n'est pas produit significativement, il n'est pas produit en Europe. Et il y a des doutes en Slovaquie, même sur les différences entre les doses. Sur les livraisons qui ont été faites. Donc, ne l'excluons pas. Faisons-le sérieusement avec une évaluation européenne. Le moment venu, peut-être qu'on en commandera. Mais je crois que ça n'est pas sérieux, ça n'est pas responsable de créer des différences entre territoires au sein de notre territoire national et de faire croire qu'il y a des commandes qu'on n'utiliserait pas
par ostracisme géopolitique. Ça n'est pas vrai. Les vols en provenance du Brésil sont suspendus, mais si je fais Rio-Francfort ou Rio-Rome et après je veux venir à Paris, ça passe? Non, alors, d'abord, il y a toujours, dans toutes solutions de protection, vous avez raison, il y a des imperfections. Et c'est pour ça que, justement, quand on prend des mesures comme ça, c'est mieux de les faire en coordination européenne. Là, on a pris une mesure d'urgence et de précaution qui réduit encore, on avait déjà pris des mesures sérieuses, qui réduit encore, dans les jours qui viennent, le nombre d'arrivées. On a pris cette mesure d'urgence et de précaution jusqu'à dimanche soir, le temps d'avoir un dispositif robuste et j'espère plus européen aussi, qui permettra de limiter les arrivées encore plus qu'on ne le faisait ces derniers jours du Brésil vers l'Europe et vers la France en particulier, de le faire justement en coordination européenne et de permettre quand même, parce que c'est important, et c'est un droit d'ailleurs, à nos ressortissants français de regagner le territoire national. Donc c'est une mesure d'urgence qui va durer quelques jours parce que c'était un filet de protection supplémentaire. On essaie de construire une solution européenne qui évite tout contournement, qui évite toute incohérence et qui permette aussi, de manière vérifiée, avec un test PCR négatif par ailleurs, à tous nos ressortissants qui le souhaiteraient de regagner le territoire national. Ce sera à partir du début de la semaine prochaine. Israël fête aujourd'hui son 73e anniversaire en ayant vacciné assez pour pouvoir avoir une vie normale et vraiment fêter cette indépendance. On peut même, en étant en Israël, désormais inviter les touristes vaccinés à venir en Israël. Or, on apprend hier que les États n'ont pas retenu le projet de l'Union européenne du passeport vaccinal, l'ont resserré. Ce n'est pas un document de voyage, entend-on, comme si les États se réservaient le droit de fermer leurs frontières, même aux vaccinés. Alors d'abord, c'est un jour important, celui de l'anniversaire, du 73e anniversaire de l'indépendance d'Israël, que je veux souligner et saluer. Et sur les questions de circulation, il y a deux choses. Il y a un débat sur ce qu'on appelle le certificat sanitaire. J'insiste sur le mot sanitaire parce que oui, en Europe, on fait ce choix. Ça ne doit pas dépendre, la circulation, seulement du vaccin. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés. Même cet été, qui est l'horizon qu'on se donne, notamment pour le tourisme, pour le voyage, il y aura des jeunes, par exemple, en Europe, qui ne seront pas encore vaccinés, des gens de 18-20 ans. Bon. Et on ne va pas leur interdire tout déplacement pour partir étudier à l'étranger ou pour faire un voyage, après tout ce qu'ont vécu par ailleurs nos jeunes. Bon. Donc sanitaire, c'est-à-dire qu'on pourra montrer qu'on est vacciné, ou qu'on a un test PCR négatif, ou éventuellement qu'on a eu la Covid et qu'on est immunisé. Et je ne parle pas de passeport parce que ça donne l'impression qu'il y a des droits différents d'une personne à l'autre. Mais un pass qui permet, non pas de fermer, mais de rouvrir la circulation en Europe, les voyages en Europe cet été, ça oui, on n'est pas contre. On y travaille justement dans un cadre européen pour éviter que chaque pays ait des règles différentes. Et j'espère que cet été, à travers notamment cette petite application, ce certificat numérique ou papier, on pourra rouvrir un peu nos frontières européennes de manière sûre, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas circuler facilement en Europe. Il faut en général montrer un test PCR négatif partout, parfois faire une quarantaine. L'idée de ce certificat, c'est de simplifier, harmoniser, rouvrir de manière sûre les voyages en Europe. Le Parlement européen vient d'annuler encore une fois une session pour des raisons sanitaires. La démocratie européenne est en panne à cause de l'épidémie ? Non, d'abord, je tiens à le dire, dans le modèle européen de réponse à la crise, il y a deux choses qui ont été très bien faites. La solidarité. Nulle part ailleurs dans le monde, on a autant aidé les individus, les personnes, les entreprises, bien sûr. Et puis, le débat démocratique, qui a été plus difficile, mais que malgré tout, on a préservé partout. Nos assemblées ont continué, parfois de manière virtuelle, hybride, comme on dit, mais à siéger, à voter les lois, à contrôler le gouvernement, c'est normal. Et le Parlement européen aussi. Il n'y a pas une annulation de la session stricto sensu, une annulation du format de réunion physique, mais il y aura bien des votes, des réunions sur le Brexit, sur ce certificat sanitaire d'ailleurs. Et donc la démocratie européenne, non, elle continue. Ce que je regrette simplement, c'est qu'elle ne puisse plus se réunir depuis quelques mois à Strasbourg, au siège du Parlement européen. Et je le dis, la France veut que le Parlement, on peut l'organiser, revienne vite à son siège de Strasbourg. Vous craignez que ça soit une manière de l'enterrer dans le futur, ce siège ? On ne laissera pas faire ça. On ne laissera pas faire ça. La Turquie a tendu, je prends votre expression, un piège protocolaire à l'Europe, avez-vous déclaré donc, à propos de l'incident, fameux incident du canapé, Ursula von der Leyen reléguée sur un sofa pendant que Erdogan et Charles Michel avaient droit à un fauteuil. Alors, quelles sanctions l'Union européenne va-t-elle prendre à l'encontre de la Turquie ? On va pas prendre des sanctions pour ça, mais on a une relation difficile avec la Turquie. Vous savez que c'est la France qui a beaucoup insisté, le président de la République, ces derniers mois, pour qu'on
montre les dents quand c'était nécessaire, qu'on montre les muscles quand c'était nécessaire à l'égard de la Turquie, sans naïveté. Et donc, il y a quelques mois, au mois de décembre, on avait dit au niveau européen, on est prêt à mettre des sanctions. Si la Turquie veut faire des gestes d'apaisement, on les prend en compte. Si elle veut continuer dans l'agressivité, on sanctionnera le cas échéant. Le Sofagate, c'est un signal, cette histoire de canapé, siège, oui. de protocole, c'est un signal de plus d'une forme d'agressivité là aussi, de provocation peut-être. Il ne faut pas résumer notre relation à la Turquie avec ça. Il faut en tirer les leçons pour nous-mêmes. Nous, Européens, parfois, nous avons aussi un peu de naïveté dans les symboles et dans les images. Moi, je veux que l'Europe soit forte sur le fond et ne laisse pas faire des symboles qui font mal. On l'a tous vu. Mais ce n'est pas ça qui va déclencher ou qui va déterminer tout notre agenda avec la Turquie. Ce qu'on fait, en un mot, on continue à discuter dans ces prochaines semaines avec la Turquie. Nous avons, nous, la France, demandé qu'au sommet européen du mois de juin, il y ait un nouveau rendez-vous pour dire est-ce que la Turquie se moque de nous et continue dans une forme d'agressivité, au-delà de ces symboles, en Méditerranée, en Libye, en Syrie, etc. Ou est-ce qu'elle a fait plutôt des gestes d'apaisement, parce qu'heureusement il y en a quelques-uns, de retrait de bateaux en Méditerranée, de reprise des discussions sur Chypre. On fera l'équilibre entre ces différents signaux au mois de juin, on sera prêt à être ferme s'il le faut, c'est ce qu'a prévu et demandé la France. Considérez-vous que la candidature de la Turquie à l'entrée dans l'Union européenne est toujours une affaire vivante, en cours, ou est-ce qu'elle est définitivement close ? Je crois qu'il faut assumer que c'est très largement fictif. Le président de la République l'a dit d'ailleurs, lorsqu'il avait reçu, il y a déjà plus de 2 ans, M. Erdogan à Paris, pour être tout simplement, non pas agressif, mais honnête. On a une discussion qui n'avance pas. Et dans le contexte actuel, on voit bien qu'il n'y a aucune perspective de cette nature. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des partenariats, des discussions, si les circonstances le permettent, et on voit aujourd'hui à quel point c'est difficile, avec la Turquie. Mais je crois que croire, de manière générale d'ailleurs, que l'Union européenne doit encore et encore s'élargir, c'est une erreur et c'est une faute parce qu'on a besoin de consolider notre union et de l'améliorer. On reçoit demain à Paris le président ukrainien, c'est ce qui lui sera tenu comme message aussi, l'Ukraine dans l'Europe. Non, il ne faut pas croire. Vous savez, on l'a longtemps cru parce que l'Union européenne n'avait pas de politique étrangère, que notre seule relation avec nos voisins, c'était de finir par les intégrer ou les absorber. On peut avoir des bonnes relations avec l'Ukraine, on peut soutenir l'Ukraine, on le fait, notamment dans la situation difficile actuelle avec la Russie, mais ça ne veut pas dire l'adhésion. Je crois que ça, c'est pas une perspective sérieuse. L'Allemagne va avoir des élections en septembre, puis rentrer dans des négociations de coalition, puis après il y aura la campagne présidentielle en France. Est-ce que l'Union européenne ne va pas s'arrêter ? Non, vous savez, heureusement, l'Union européenne, ce club un peu miraculeux de 27 démocraties qui, heureusement, ont leur vie interne. Et ça ne va pas être simple quand même de faire avancer l'Union avec la France et l'Allemagne en élection. D'abord, il faut donner un coup d'accélérateur avant les élections, avec Mme Merkel, qui, je crois, aura encore envie de lancer des initiatives dans les prochains mois. Et puis, il faut qu'on propose tout de suite, comme le président de la République l'avait fait d'ailleurs à la Sorbonne, il y a 4 ans, lors des précédentes élections allemandes, dire, voilà, nous avons un certain nombre de sujets sur lesquels on veut vite travailler avec l'Allemagne pour tout de suite ne pas perdre de temps quand une nouvelle coalition, un nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière s'installera à Berlin. Donc il ne faut pas croire que c'est une mauvaise position. Je crois que la France a du leadership en Europe. Le président de la République est installé en Europe, si je puis dire. Il a fait des propositions. On pourra saisir très vite la nouvelle coalition allemande. Et la France, Emmanuel Macron, va présider l'Europe à partir de janvier 2022. Absolument. Peut-on bien présider l'Union européenne et être candidat à la présidentielle ? Je ne sais pas ce qu'il fera pour la présidentielle, mais oui, on aura de toute façon une campagne. Et c'est conciliable. C'est une responsabilité d'ailleurs qui n'est pas seulement celle du gouvernement, la présidence française, qui est notre engagement collectif. Et ça aurait été, parce que c'était déjà prévu, c'est pas nous qui avons choisi ce calendrier, la présidence française en 2022, c'était prévu. Je crois que ça aurait été une fuite, une forme d'irresponsabilité de dire, écoutez, on a nos élections internes, on n'est pas capable d'agir en Europe quand on est aussi engagé qu'on l'est, que le président l'est depuis 4 ans en Europe, on fera les deux. Je voudrais votre sentiment personnel pour finir sur l'affaire Sarah Halimi. Son assassin ne retournera pas devant les juges parce qu'il a été déclaré irresponsable en s'étant mis lui-même en bouffée délirante. Une question de citoyen. Est-ce que vous souhaitez qu'on change la loi pour qu'on ne se retrouve pas dans ces situations ? Écoutez, moi je ne veux pas donner l'impression de commenter une décision de justice. On peut avoir un avis personnel et citoyen, mais je suis un responsable politique. Oui. Donc je ne commenterai pas une décision de justice par principe. Bon. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas touché ou heurté comme personne. Et je veux être clair, le fait que, et ça c'est une décision indépendante, il y ait une reconnaissance d'irresponsabilité, ne veut pas dire que ce meurtre n'est pas monstrueux, qu'il n'est pas antisémite, il l'est. Et Madame Halimi, comme malheureusement plusieurs cas précédents dans les dernières années, a été tuée parce que juive. Et ça, je vois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Ça n'est pas, par quelque décision de justice que ce soit, une remise en cause du caractère horrible et antisémite de cet acte qui
4 ans après, nous touche encore beaucoup, tous. Et la justice européenne sera d'ailleurs saisie. Et ça, c'est les procédures, bien sûr, elle sera saisie. Clément Beaune, merci, bonne journée. Merci à vous.